RFI, Radio France Internationale, il est 6h30 ici à Paris, 5h30 à Libreville. Xavier Besson. Bonjour à tous. L'actualité africaine et le Gabon, la journée d'hier qui a vu la libération de la vingtaine d'opposants qui étaient retenus à l'intérieur du QG de campagne de Jean Ping à Libreville. Vous les entendrez dans un instant. Ils promettent en tout cas de rester mobilisés contre la réélection d'Ali Bongo. Jean Ping, lui, a tenu une conférence de presse hier à son domicile. Il réaffirme qu'il est le président élu et il redemande un comptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. Cela alors que la capitale gabonaise Libreville est encore paralysée et a connu de nouvelles scènes de pillage hier. Dans ce journal également, la République démocratique du Congo, où le président du Congo Brazzaville est venu rencontrer les principaux acteurs politiques au lendemain de l'ouverture du dialogue voulu par le pouvoir. Le Zimbabwe, où les opposants entendent rester mobilisés contre le président Robert Mugabe malgré l'interdiction de manifester dans la capitale Harare. Et puis le défenseur des droits de l'homme burundais Pierre Claver Mbonimba récompensé par un prix décerné par l'ONG Human Rights Watch. La liberté après 36 heures passées retranchées à l'intérieur du QG de campagne de Jean Ping, sans possibilité d'en sortir à Libreville au Gabon et sans savoir ce qu'on leur reprochait. 27 opposants gabonais dont plusieurs figures de l'opposition ont finalement été libérés hier. Nos envoyés spéciaux Sébastien Nemeth et Boris Vichit sont allés à leur rencontre. Costume beige, sourire aux lèvres, Zachary Miboto ne semble pas trop éprouvé par ces dernières 48 heures. Au contraire, il déclare être plus déterminé que jamais. Ce sont 2 jours qui nous ont permis encore d'être davantage motivés dans le combat que nous menons contre M. Ali Bongo Ondimba, qui se comporte en monarque et qui vient encore une fois de plus de faire un passage en force et opérer donc un hold-up électoral. Pendant ces 2 jours, les 27 n'ont reçu quasiment aucun soin ou nourriture de la part des forces de l'ordre. Des Librevillois venaient pour leur déposer de quoi manger, dit Job Divungi Dindinj, ancien vice-président du Gabon. Nous espérons simplement que l'heureuse issue des démarches qui ont permis notre sortie ce soir préfigure l'issue heureuse du combat que nous menons. L'opposition promet de ne pas en rester là. Selon Paul-Marie Gondjout, lui aussi libéré hier, il faut se concentrer sur 2 fronts. Nous allons continuer à nous battre par rapport à la victoire de M. Jean Ping, faire en sorte que celle-ci soit réelle et engager toutes les procédures légales pour que cette victoire soit celle que nous avons connue dans les urnes. Nous allons le porter devant les instances, que ce soit la Cour constitutionnelle ou repartir devant la Sénat pour recompter les voix. Heureuse d'être libérée, Chantal Miboto explique qu'elle habite près de la résidence d'Ali Bongo, dans une zone sécurisée. Selon elle, si quelque chose lui arrive, ce sera sur ordre de la présidence. Boris Vichit, Sébastien Nemeth, Libreville, RFI. Chantal Miboto, que l'on va écouter, la trésorière générale adjointe du parti Union nationale. Elle revient sur les personnes qui étaient présentes à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur du QG de campagne de Jean Ping à Libreville. Oui, j'avoue avoir eu peur de mourir parce que j'étais avec mon époux et j'ai pensé à mes enfants. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas mourir ici pour quelqu'un comme Ali. Parce que honnêtement, j'ai jamais entendu des balles siffler. J'ai entendu des balles siffler et c'était des armes de guerre. Et quand la vitre s'est brisée, là, dans la pièce dans laquelle nous étions, on s'est dit c'est fini. On a entendu je l'ai eu. Ils l'ont dit. Et donc on s'est enfermé, on s'est mis à plat dans un couloir et nous avons entendu. On a passé toute la nuit, j'ai appelé John à plusieurs reprises en disant mais on va mourir, on va se faire tuer et tout ça là. Il s'agit de plusieurs jeunes qui ont cru en quelque chose, qui ont voulu voir le Gabon changer et qui ne verront pas ce changement, qui se sont sacrifiés justement pour que le Gabon change. Ça n'a jamais été un repère d'âme. C'était tout simplement un endroit où, un QG où tous les jeunes et toutes les autres personnes qui croient au changement se sont retrouvés pour porter Jean Ping à la présidence de la République. Chantal Miboto, la trésorière générale adjointe du parti Union nationale. Cette libération intervient après 2 visites en 2 jours d'Abdoulaye Bathily, le représentant de l'ONU pour l'Afrique centrale. C'est d'ailleurs lui qui a annoncé à la vingtaine d'opposants qu'ils pouvaient rentrer chez eux avant de regagner leur domicile dans une capitale Libreville toujours paralysée et théâtre hier de nouvelles scènes de pillage. Ces opposants qui contestent toujours la réélection d'Ali Bongo sont allés
au domicile de Jean Ping. Là, celui-ci a réaffirmé en conférence de presse qu'il était bien le nouveau président du Gabon. Il continue par ailleurs à réclamer le recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. Abdoulaye Bathily, lui, le diplomate onusien, appelle ce matin à une résolution pacifique du contentieux. Il appartient aux acteurs gabonais de trouver toutes les voies possibles de régler les contentieux. Le Gabon a une longue expérience de dialogue intergabonais. Je pense que les voies sont ouvertes pour ce dialogue intergabonais pour résoudre, avec évidemment l'appui sans doute de tous les amis du Gabon, ces problèmes. Aux opposants comme à tous les citoyens, à tous les acteurs gabonais, de renoncer à la violence qui a eu évidemment les conséquences que nous avons notées et que des voies pacifiques soient ouvertes pour régler tous les contentieux, pour éviter à ce pays de sombrer dans une situation que tout le monde déplore malheureusement. Il ne m'appartient pas de déterminer quelle serait la forme, le contenu du règlement de ces contentieux. Une fois que la volonté politique existe, les Gabonais et les amis du Gabon doivent pouvoir ensemble, en appui aux Gabonais, régler ce problème. Abdoulaye Bathily, le représentant des Nations Unies pour l'Afrique centrale, joint par Laetitia Bézin. Parmi les autres déclarations et autres prises de position de la journée d'hier, il y a celle de Raymond Dongsima, qui était candidat à la présidentielle, qui est un ancien Premier ministre. Il appelle au calme et il demande, lui, une nouvelle élection. Un autre candidat, Dieudonné Malama Mintogo, s'incline, lui, devant la victoire d'Ali Bongo. Enfin, le Premier ministre gabonais a lancé un appel à la reprise du travail dans le secteur public et dans le privé. Quant à la RADDHO, l'organisation sénégalaise de défense des droits de l'homme, elle appelle tous les acteurs de cette crise à tout faire pour ramener la stabilité et elle demande à l'Union africaine de se mobiliser. RFI, il est 5h37 à Kinshasa, la capitale de la RDC, où s'est rendu hier le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, qui est venu rencontrer les principaux acteurs politiques du pays au lendemain de l'ouverture du dialogue voulu par le président Joseph Kabila avant les élections, dialogue auquel ne prend pas part la majorité de l'opposition. Hier donc, Denis Sassou Nguesso s'est entretenu avec son homologue Joseph Kabila, avec également Étienne Tshisekedi, c'est une première, le président de l'UDPS, le principal parti d'opposition congolais, avec aussi le chef de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, et puis également avec le nonce apostolique Luis Mariano Montemayor, avec qui il a évoqué les manières d'amener le plus de monde possible à la table du dialogue. Nous avons parlé de la façon de rendre les processus de dialogue plus représentatifs. C'est le grand problème. Obtenir la participation de plusieurs acteurs qui manquent, UDPS, Rassemblement en général, et voir comment établir des liens de communication entre les acteurs qui ne participent pas, mais qui pourraient en quelque sorte accepter des conclusions positives du dialogue. Il y a certaines choses qui sont possibles, mais il faut contacter le président de la République démocratique du Congo et surtout Tshisekedi et Moïse Katumbi. Je ne peux pas entrer en détail parce que c'est le bon qui connaît le premier ce qu'on suggère. Mais ils sont dans la ligne de ce que tout le monde connaît. Il faut continuer les mesures de décrispation, libérer plus prisonniers politiques, au moins les cas qui sont possibles, résoudre certaines mesures qui blesse Moïse Katumbi en particulier, et résoudre ce fameux problème de facilitateur. L'Argentin Luis Mariano Montemayor, le nonce apostolique de République démocratique du Congo, au micro de Sonia Rollet. Hier, l'opposition républicaine, qui est le groupe politique du président du Sénat, qui est une formation qui compte des ministres au sein du gouvernement congolais,
L'opposition républicaine a annoncé qu'elle suspendait sa participation au dialogue qui n'est jugé pas assez inclusif. Un nouvel hommage pour Pierre Claver Mbonimba, hommage au travail de ce Burundais, défenseur des droits de l'homme, fondateur de l'APRODH, l'association pour la protection des droits humains et des personnes détenues. Lui, l'ancien policier qui vit désormais en exil en Belgique. L'ONG Human Rights Watch vient de lui décerner le prix Alison des Forges, qui est un prix remis à ceux qui risquent leur vie pour protéger les droits des autres. Écoutez Karina Tertsakian de l'ONG Human Rights Watch. Il avait été emprisonné une première fois dans les années 90. Et pendant cette période d'emprisonnement, il a vu de ses propres yeux, il a vécu lui-même ce que ça représente d'être emprisonné injustement et dans des conditions extrêmement dures. Et suite à sa libération, il a créé l'association l'APRODH, qu'il continue de diriger aujourd'hui, qui tout d'abord a lutté pour les droits des prisonniers, mais par la suite a élargi son champ d'action pour lutter en faveur de toutes les victimes des violations des droits humains. Donc à l'origine, c'était cette expérience personnelle, mais je pense que depuis, il a vraiment montré un engagement très, très profond pour les droits fondamentaux. Ce n'est pas quelqu'un qui a des ambitions politiques, c'est vraiment une motivation pure, si je peux le décrire ainsi. Karina Tertsakian de l'ONG Human Rights Watch, jointe par Michel Arsenault. L'opposition du Zimbabwe ne compte pas s'arrêter là et elle promet de nouveaux rassemblements. Hier, la manifestation prévue par 18 partis politiques a dû être annulée à la dernière minute puisque la veille, les autorités, la police en l'occurrence, avaient interdit toute manifestation dans le centre de la capitale, Harare, et cela pour une durée de 15 jours, officiellement pour éviter les troubles à l'ordre public, une décision qui intervient alors que la contestation contre le régime de Robert Mugabe s'intensifie et que des heurts ont éclaté en marge d'un rassemblement la semaine dernière. Et l'opposition zimbabwéenne voit dans cette interdiction comme un signe. Alexandra Branjon est notre correspondante dans la région. Pour l'opposition, l'interdiction de manifester est non seulement contraire à la Constitution, mais un signe que le gouvernement panique. Depuis quelques mois, la contestation gronde, l'économie est à genoux et plusieurs décisions impopulaires du gouvernement ont mis le feu aux poudres. En tout cas, cette contestation grandissante intervient alors que le régime est affaibli. Le parti de Robert Mugabe, la ZANU-PF, est miné par les luttes de succession alors que le chef de l'État apparaît de plus en plus frêle. Cette semaine, de nombreuses rumeurs ont couru sur l'état de santé de Mugabe après son départ précipité pour Singapour. Selon l'analyste politique Eldred Masonongure, Mugabe peut encore compter sur le soutien des militaires qu'il pourrait déployer dans la rue si la contestation devient trop importante. Mais la loyauté de l'armée pourrait changer, ajoute-t-il, si le gouvernement qui n'a plus de liquidité n'arrive pas à trouver de nouveaux financements pour payer l'armée. Alexandra Branchon, Johannesburg, RFI. Le Zimbabwe où la justice a refusé la demande de remise en liberté sous caution de 58 personnes arrêtées la semaine dernière lors d'une manifestation justement contre le président Robert Mugabe. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est arrivée à Djouba hier, la capitale du Soudan du Sud, début d'une visite de 2 jours. Les représentants de l'ONU vont notamment tenter de convaincre le président sud-soudanais Salva Kiir d'accepter le déploiement d'une force régionale dans son pays sous peine de sanctions. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU a parlé d'une nécessité et a évoqué la rhétorique négative des autorités sud-soudanaises qui sont hostiles à cette brigade d'intervention. 100 jours aux Comores, cela fait 3 mois maintenant que le président Azali Assoumani a débuté son mandat, son 2e mandat, puisqu'il avait déjà dirigé le pays de 2002 à 2006. Anzizam Changama, notre correspondante à Moroni, dresse un premier bilan des débuts de cette 2e présidence. Investi à son poste de chef d'État le 26 mai dernier, Azali Assoumani se veut moderne. Parmi les nouveaux directeurs généraux des sociétés d'État, il n'hésite pas à nommer un Comorien d'origine française et un membre de la diaspora. Le credo du président Azali est de mettre en avant les compétences pour faire avancer le pays. Pourtant, méthode rétrograde, une seule femme est à la table du gouvernement, composée de 14 ministres et secrétaires d'État. Mais la polémique la plus vive de ces 100 premiers jours reste les augmentations de salaire et avantages des ministres. En réalité, en réorganisant les services, augmenter ici et diminuer là permet de réaliser une légère économie.
Le président s'est par ailleurs immédiatement attelé aux chantiers importants de son quinquennat, tels que la vie chère, avec la baisse des prix du carburant et des produits carnés, une mesure imposée subitement aux commerçants importateurs, mais point phare de ses promesses de campagne, tout comme l'énergie, où il a investi 10 millions d'euros avec une société émiratie pour des groupes électrogènes, même si le palais présidentiel précise qu'une solution durable vers les énergies renouvelables reste à l'étude. Anzizam Changama, Moroni, RFI. Et puis l'actualité au Mali, où une localité du centre du pays, la commune de Boni, à une centaine de kilomètres à l'est de Douentza, est tombée hier sous le contrôle d'un groupe djihadiste pour le moment non identifié. Des hommes qui ont attaqué hier et mis en déroute les militaires présents dans la ville. Les attaques djihadistes dans cette région, le centre du Mali, sont de plus en plus fréquentes. Cette semaine, avant cette attaque de Boni, on en a compté au moins 2 autres. Il est 6h45 ici à Paris. Afrique Matin sur RFI. Xavier Besson. Afrique Matin à suivre dans 5 minutes les sports avec Nicolas Bacle. On parlera de football notamment et des qualifications pour la prochaine CAN. Mais avant cela, tout de suite, c'est notre invité. Alors que la saison des pluies a débuté en Afrique de l'Ouest, dans les villes, elle s'accompagne souvent d'inondations de plus en plus fréquentes ces dernières années. Et c'est le cas par exemple en ce moment à Dakar, la capitale du Sénégal, où plusieurs quartiers sont touchés. Alors comment expliquer la multiplication des inondations? Quelles mesures sont prises pour prévenir ce phénomène? Notre invité ce matin est le géographe sénégalais Mouhamadou Diakhaté, professeur à l'université Gaston Berger, spécialiste de l'aménagement du territoire et des questions environnementales. Il répond ce matin aux questions d'Anthony Latier. Bonjour Mouhamadou Diakhaté. Bonjour Monsieur Latier. Les inondations, elles se multiplient ces dernières années en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Vous avez fait, vous, des mesures concernant Dakar, au Sénégal. Quels sont vos résultats ? Oui, nous avons donc effectué plusieurs travaux concernant les inondations et nous avons donc fait la comparaison de la normale de 1951-1980 et celle de 81-2010, qui a révélé qu'il y a une reprise des précipitations et que durant cette période 81-2010, il y a des épisodes où on a reçu véritablement un trop-plein de pluie. Et cela a déclenché ces phénomènes qui sont devenus donc récurrents d'inondations urbaines. Épisode pluvieux, et puis il y a aussi d'autres phénomènes pour expliquer la récurrence des inondations. On peut parler notamment de l'urbanisation, mais aussi du dérèglement climatique, Mouhamadou Diakhaté. Oui, Dakar a enregistré un exode rural massif qui a fait que tous les espaces qui étaient libérés par les mares ou marigots qui étaient asséchés ont été occupés. Et ceci a conduit au problème que nous connaissons actuellement. Dès qu'il tombe quelques millimètres de pluie à Dakar, beaucoup de quartiers sont inondés. Maintenant, il faut dire que ce phénomène commence à être maîtrisé. On a un début de solution par des travaux qui ont été menés dans le cadre du nouveau plan d'assainissement. Plus précisément, je crois que c'était en 2012 qu'un plan de gestion des risques a été lancé suite à un épisode meurtrier d'inondation. Ce plan, qu'est-ce qui a été fait depuis et qu'est-ce qui a été fait en particulier pour prévenir les inondations? Voilà, ce plan de gestion des risques et ce nouveau plan d'assainissement s'est adossé sur des travaux scientifiques pour réaliser et calibrer les ouvrages, comme par exemple des retenues, des déversoirs d'orage, mais aussi des caniveaux qui ont été construits au niveau de certaines zones extrêmement sensibles. Comme dans la banlieue, il y a des zones qui sont particulièrement sensibles et qui, d'ailleurs, jadis étaient occupées par des rizières. L'idée, donc, c'est de drainer l'eau, hein, c'est ça, pour que dès qu'il y a une forte pluie, l'eau s'écoule plus rapidement. Voilà, tout à fait. L'idée, c'est de drainer l'eau à travers ces ouvrages qui sont des canaux ou des caniveaux vers des exutoires qui ont été désignés. Alors précisons quand même, Monsieur Diakhaté, que l'eau s'écoule vers les quartiers, en fait, vers l'est et non pas vers l'océan.
Oui, tout à fait. Parce que ça, c'est la configuration de Dakar qui fait ça. Il y a un micro-relief, justement, qui borde la presqu'île du Cap-Vert et qui fait que les eaux de précipitation suivent les dénivelés vers les cuvettes. Et c'est sur ces cuvettes-là que sont installées les populations. Donc, quand on construit le sens ou l'orientation des canaux, doivent suivre le sens de l'écoulement des eaux pour pouvoir régler le problème qui se pose. Donc, passer par les quartiers. Forcément, et ça nous ferait l'économie d'un déménagement des populations, d'un déménagement massif de populations. Et ces travaux, ils ont eu des effets concrets là, ces dernières années? Ah, totalement. L'eau qui stagnait pendant des mois, maintenant ne reste que pendant quelques heures ou quelques jours. Il n'y a que quelques poches d'inondation qui subsistent. Et dans ces poches-là, sont installées des motopompes pour régler provisoirement le problème en attendant que le programme se poursuive. Alors il y a aussi, concernant ce problème, le comportement de certains habitants qui aggrave le phénomène des inondations, ceux qui jettent leurs ordures dans les égouts ou ceux qui ouvrent leurs fosses septiques quand il pleut par exemple. Est-ce qu'il y a là un effort de sensibilisation à faire auprès de la population? Ah, totalement. Là, il y a vraiment quelque chose de grand à mettre en œuvre. Moi, je pense qu'il faut construire une nouvelle citoyenneté. Beaucoup de populations utilisent les caniveaux comme des sortes de déversoirs, de poubelles. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là à faire pour conscientiser les populations, mais aussi peut-être aller plus loin et prendre des mesures coercitives pour obliger les contrevenants, parce qu'il y a une loi qui existe, des règlements qui existent, mais qui ne sont pas respectés. Merci Mouamadou Diakhaté. Merci. Le géographe sénégalais Mouamadou Diakhaté, l'invité ce matin d'Anthony Latier, avec des moyens techniques assurés à Dakar par Guillaume Thibault. L'essentiel de l'actualité internationale de ce samedi 3 septembre, la Chine, le principal pollueur de la planète, qui annonce avoir ratifié l'accord mondial sur le climat conclu en décembre dernier à Paris à l'issue de la COP21. Cela accélère l'entrée en vigueur du texte d'ici à la fin de l'année. La Chine qui est le premier pays émetteur de gaz à effet de serre avec un peu plus d'1/5 du total émis sur toute la planète. En Ouzbékistan, les funérailles du président Islam Karimov doivent avoir lieu aujourd'hui dans sa ville natale à Samarcande. Après son décès annoncé hier des suites d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 78 ans, ancien apparatchik soviétique devenu premier secrétaire du Parti communiste d'Ouzbékistan, il présidait le pays depuis son indépendance en 1989. Et puis en Espagne, les députés ont de nouveau refusé leur confiance au conservateur Mariano Rajoy, au pouvoir depuis 2011, ce qui prolonge la paralysie politique du pays. Elle dure déjà depuis 8 mois. Un nouvel échec qui accroît un peu plus la probabilité de nouvelles élections. Ce serait les 3e en un an. Le journal des sports, c'est avec Nicolas Bacle. Bonjour Nicolas. Bonjour Xavier, bonjour à tous. D'abord du football. Les éliminatoires de la CAN 2017 se terminent ce week-end. Et dès aujourd'hui, la Côte d'Ivoire joue sa qualification sur un match. Match décisif pour les champions d'Afrique en titre à Bouaké contre la Sierra Leone. Les deux équipes ont chacune leur chance de se qualifier, mais la Côte d'Ivoire est en position de force. Un match nul suffit aux éléphants pour finir en tête de leur groupe. Rien n'est gagné pour autant pour les Ivoiriens. D'abord parce que les Sierra Léonais peuvent rafler la mise en cas de succès à l'extérieur, et surtout parce que la Côte d'Ivoire devra faire sans plusieurs cadres. Serge Aurier, Sérédier, Wilfried Bony, Sédou Doumbia, tous sont absents pour diverses raisons. Gervinho, lui, ne veut pas s'en servir comme excuse. L'attaquant ivoirien affiche une grande confiance au micro d'Emmanuel Kofi. Nous sommes prêts à aborder ce match, un match important, c'est le dernier match. On ne rate pas la Sierra Leone, on rate juste la qualification pour la Coupe d'Afrique qui est le dernier match important. Donc voilà, c'est le plus important pour nous. Et quel est le motif? Quelle que soit la manière de jouer, il faut se qualifier. On a vu des équipes gagner la Coupe d'Afrique, après on n'est pas participé à la prochaine. C'est pas notre objectif. On veut participer à la prochaine CAN et puis aller défendre notre couleur et notre titre aussi, les champions d'Afrique. Les absents, Yaya? Il faut faire avec ceux qui sont là, leur faire confiance et oublier les absents. On a toujours besoin d'eux, mais quand il y a des problèmes de pépins ou bien des problèmes extrasportifs, je pense qu'il faut faire avec ceux qui sont là, puis faire confiance à tout le monde. Il y a les jeunes qui sont là, c'est juste les encourager. On a un public fantastique à Bouaké qui les encourage.
À noter que Yaya Touré, qui sera aussi absent aujourd'hui, a reçu hier une mauvaise nouvelle de son club. Le nouvel entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a décidé de ne pas l'inclure dans la liste des joueurs qui disputeront la Ligue des Champions cette saison. La CAN, toujours, Nicolas. 2 autres pays qui jouent aujourd'hui peuvent décrocher un ticket en phase finale. Dans le groupe F, le Cap-Vert dispose encore d'une petite chance de jouer la CAN au Gabon en janvier prochain. La condition, battre la Libye à Praia. Il faudra ensuite attendre la fin du week-end pour voir si, avec 12 points, les requins bleus font partie des qualifiés en tant que meilleur deuxième. Dans le groupe J, l'Éthiopie est dans une situation similaire. Une victoire face aux Seychelles permettrait aux Éthiopiens de garder un infime espoir d'aller au Gabon en janvier prochain. Ce sera un samedi plus tranquille pour d'autres pays déjà qualifiés, comme le Ghana qui reçoit le Rwanda, le Cameroun qui accueille la Gambie et bien sûr le Sénégal qui espère remporter sa 6e victoire en 6 matchs. À noter que 2 rencontres avaient lieu hier. La Mauritanie, qui avait une toute petite chance de se qualifier pour la CAN, n'a pas réussi à entretenir l'espoir. Les Mauritaniens n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul, 1 partout en Afrique du Sud face à des Bafana déjà éliminés. Et dans le groupe de la Côte d'Ivoire, en match amical à Khartoum, le Gabon s'est imposé 2-1 contre le Soudan, but gabonais signé Aubameyang et Kwele Manga. Dans l'actualité sportive également, du tennis. Élimination de Kevin Anderson à l'US Open. Le Sud-Africain a été battu au 3e tour par le Français Jo-Wilfried Tsonga. Le Français s'est imposé en 3 manches, 6-4, 6-4, 7-6. Et puis l'Afrique du Sud, candidate pour organiser la Coupe du Monde de rugby en 2023. Elle fera face à 3 concurrents européens, l'Irlande, l'Italie et la France, attribution en novembre 2017. Merci Nicolas Bacle, c'était le journal des sports. On fait une petite pause, 1 minute, et on se retrouve juste après, à tout de suite. Géopolitique, le débat. François Mazet. Les chefs d'État et de gouvernement du G20 se retrouvent en Chine pour leur sommet annuel. Alors que la croissance tourne au ralenti et que le protectionnisme gagne du terrain dans l'opinion, ce G20 chinois peut-il sortir l'économie mondiale de sa torpeur ? On en parle dans Géopolitique, le débat. Géopolitique, le débat. François Mazet. Aujourd'hui, à partir de 18h10 TU. RFI. Idée. Le journaliste et historien Jean-Pierre Delaune nous plonge dans l'œuvre de l'auteur et humoriste Alphonse Allais, très populaire et reconnu à la Belle Époque. Les jeunes employés dans les chemins de fer, dans les omnibus le matin, avaient comme conversation le papier d'Alphonse Allais qui venait de sortir dans le journal. Et la conversation, c'était, vous l'avez lu celui de ce matin ? C'était vraiment une très forte notoriété. Idée, Pierre-Édouard Deldic. Dimanche, à partir de 15h10 TU. RFI. Il est 6h57 ici à Paris. Avant le prochain journal, dans 3 minutes, on va à la visite d'une rétrospective érotique dans l'intimité des femmes japonaises des 16e, 17e et 18e siècles. C'est en ce moment au musée Guimet à Paris, musée consacré aux arts asiatiques. Visite guidée de cette exposition Miroir du désir avec Quentin Pérez de Touleda. Sur cette estampe, les courtisanes ont détaché leur kimono de soie et se pomponnent avant de retrouver les hommes au sento, le bain public. Il exprime un rapport au corps décomplexé, comme l'explique Sophie Macariou, présidente du musée Guimet et commissaire de l'exposition Miroir du désir. La place du corps est à la fois éminente. Il est bien sûr caché sous des épaisseurs des kimonos. Alors en particulier, les courtisanes superposent plusieurs kimonos. Il y a des effets de superposition de col, etc. extrêmement recherchés. On voit apparaître délicatement, notamment le pied, qui est le comble de l'érotisme, et la nuque. La nudité est à la fois une chose évidente et paradoxalement, elle est assez peu représentée dans l'estampes japonaises. Dans sa rotonde du 2e étage, le musée des arts asiatiques présente d'autres estampes anonymes, carrément pornographiques. Ces shunga, comme on les appelait alors, s'échangeaient sous le manteau. Elles montrent des couples s'adonnant à des culbutes. Pénis et vulves sont représentés dans des proportions démesurées. Des œuvres pour amateurs éclairés. Alors c'est quand même une classe évidemment, je dirais, d'urbain. Et en particulier, on voit apparaître dans la seconde partie de l'époque d'Edo, donc là on est au 18e et au tout début du 19e, une classe de marchands assez riche, donc il y a beaucoup de gens qui peuvent acheter. Ces estampes, elles étaient soit faites en relativement nombreux exemplaires, beaucoup se sont perdus. Les estampes érotiques, en fait, alors il y a eu beaucoup de débats sur leur usage. On a considéré qu'elles pouvaient servir à l'éducation,
En tout cas, elles étaient censées délasser l'esprit. Véritable objet d'un désir parfois violent, les femmes se retrouvent entre elles sur une plage. C'est le cas dans le célèbre triptyque Les pêcheuses d'Abalone, sorti des ateliers du peintre Utamaro. Rare exemple de nu féminin dans l'estampe japonaise en dehors de l'illustration érotique. C'est une variation évidemment sur les positions du corps féminin et en même temps ressurgit le désir masculin. Il y a une scène où on voit des pêcheuses en train de pêcher sous l'œil de pêcheurs dans des barques. Il y a presque quelque chose d'inquiétant dans la façon dont ils les regardent. Pour Jean-Jacques, croisé à la sortie du musée, cette exposition fait écho à l'actualité. Le masquage du corps, en ces périodes où il y a d'un côté des gens qui se mettent nus sur les plages et d'autres qui portent des tenues extrêmement fermées, on se dit qu'il y a un clivage là-dedans pour lequel la réflexion orientale pourrait peut-être nous rendre service. Si vous voulez admirer ces estampes, il vous reste jusqu'au 10 octobre. Elles retourneront ensuite dans les réserves du musée avant d'être réexposées dans 3 ans. Un reportage au musée Guimet de Quentin Pérez de Touleda tout de suite sur RFI. Dans une seconde, c'est un nouveau journal.